Clara Serra est philosophe. De 2015 à 2019, elle siège en tant que députée à l'Assemblée de Madrid au sein de Podemos, un nouveau mouvement de gauche radicale. Militante de longue date, elle va contribuer à porter la voix d'une nouvelle vague féministe qui a su s'imposer dans l'opinion publique et à arracher des victoires en matière de droits des femmes. Légalisation de l'avortement, mariage homosexuel, lutte contre les violences sexuelles. Ces 20 dernières années, de nombreuses réformes ont fait de l'Espagne un pays d'avant-garde. Ce pays, libéré de la dictature franquiste depuis 50 ans, est-il définitivement protégé des violences de genre ? La réforme pénale est-elle la solution ultime ? Clara Serra fait partie de celles qui se sont opposées à la loi sur le consentement votée en 2022. Dans son dernier livre, elle alerte sur l'instrumentalisation de ce terme devenu le mantra des politiques sexuelles. Une analyse d'importance alors qu'en France, cette question refait surface suite au procès des viols de Gisèle Pelicot et que, partout en Europe, l'extrême droite mène sa contre-offensive réactionnaire. Bueno, pues soy Clara Serra. Alors moi, c'est Clara Serra. Actuellement, je suis chercheuse à l'Université de Barcelone. Par rapport à mon parcours politique, je dirais qu'elle a débuté plus ou moins à partir de la lutte des étudiantes contre la réforme de l'université pour la transformer dans une sorte d'entreprise. Donc c'est là qu'on s'est un peu organisé en groupe militant. Et donc c'est à peu près les mêmes personnes qui plus tard s'impliqueraient au début de Podemos, donc année 2014. Moi, j'étais très impliquée dans les premières années. J'ai aussi été impliquée dans la direction du parti. Et j'ai assumé un peu la responsabilité organique du féminisme. Je dirais que le féminisme que je défends avec d'autres camarades féministes, justement, est un féminisme intersectionnel, de la convergence des luttes. Donc, garder cette attitude d'alliance transversale dans nos luttes. Pour comprendre la politique féministe de Podemos, revenons en 2011, année d'un mouvement contestataire d'ampleur en Espagne. Le 15 mai, une importante manifestation se tient à Madrid pour protester contre les plans d'austérité qui, depuis 2008, précarisent une partie du pays. La foule converge jusqu'à la symbolique Puerta del Sol et s'y installe, créant le mouvement du 15e, aussi appelé les Indignés. Pendant des semaines, partout dans le pays, des milliers de personnes occupent des places, s'auto-organisent et expérimentent un nouveau monde. Dans les assemblées citoyennes, c'est tout le système politique qui est remis en question. Le capitalisme, ses conséquences sur l'environnement et la démocratie. Une insurrection qui inspirera plus tard Nuit debout et bien d'autres. C'est aussi au sein du 15e que s'est déployée cette nouvelle vague féministe qu'accompagnera Podemos. Un féminisme populaire, critique des institutions et capable de créer des ponts entre les différentes formes d'oppression. Un féminisme qui parle de toutes et à tous et qui s'imposera dans l'opinion publique. Ce mouvement partage des caractéristiques de Podemos. Le mouvement du 15M n'est pas un mouvement féministe dès le début. Cela est venu plus tard avec tout un travail militant mené par les militantes, les femmes militantes du parti qui ont dû convaincre leurs camarades du fait que c'est une question bien centrale dans la politique. C'est jamais simple d'être féministe dans un parti politique. On a normalement un double militantisme, militer au sein du parti et militer en dehors dans nos collectifs avec les camarades. C'est exactement le cas aussi au sein de Podemos. Pendant des années, plusieurs dirigeants politiques, hommes, ne voyaient pas en quoi le féminisme allait faire le parti avancer ou gagner, en quelque sorte. Et donc c'est tout un travail de convaincre petit à petit nos camarades pour qu'ils nous laissent prendre de plus en plus de place. Et donc, au début, la ligne politique à Podemos, c'était de travailler, de faire des efforts pour nous différencier du Parti socialiste et les politiques féministes que cette gauche libérale avait menées jusque-là. Si le PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol, a joué un rôle central en matière de droits des femmes, portant les réformes les plus importantes du pays, loi sur les violences de genre en 2004, légalisation du mariage homosexuel en 2005, légalisation de l'avortement en 2010, ils ont, dans le même temps, mis en place des politiques austéritaires et libérales qui ont paupérisé l'ensemble de la société.
aggravant la situation des femmes les plus précaires. Ce paradoxe a alimenté la fracture entre les deux féminismes existants. D'un côté, un féminisme institutionnel demandeur de réformes pénales, et de l'autre, un féminisme plus radical, croyant en la nécessité de réformes profondes pour accéder à une réelle égalité. Je dois dire aussi que cette politique de Podemos a été accompagnée par le féminisme de l'extérieur, de la rue, qui était de plus en plus visible et fort. Déjà depuis 2016-2017, les manifestations dans les rues prenaient de l'ampleur. Et en 2018, on a appelé une grève féministe historique où les femmes étaient appelées à se mettre en grève contre tout le travail de care, entendu comme le travail fait par les femmes non rémunérées. Tout le travail domestique aussi, qui doit être vu comme une forme de travail. Ce féminisme matérialiste, très transversal et très populaire, dans le sens où les manifestations, les concentrations dans la rue réunissaient des femmes très diverses, pas uniquement des femmes militantes qui faisaient partie de collectifs féministes, mais aussi juste des mères, des grands-mères, des femmes qui commençaient un peu à se voir en tant que féministes, mais aussi des garçons, des hommes jeunes qui se considéraient féministes. Selon les syndicats, près de 6 millions de personnes ont soutenu le mouvement de différentes manières et à travers tout le pays. Ces femmes exigent une égalité totale. Ce qu'on veut faire, c'est paralyser le pays pour montrer que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Donc cette grève féministe de 2018, c'était une révolution et elle a été suivie dans toutes les villes de l'Espagne. Et donc, de 2016 à 2018, c'était une période qui a fait que l'Espagne ait une présence féministe importante et qu'en plus, les féministes qui étaient membres de partis puissent avoir un poids plus important grâce aux féministes qui nous soutenaient de l'extérieur. Cela a fait que le féminisme devienne concret. Et ça a permis de comprendre non seulement les problématiques des femmes, mais surtout pourquoi les problématiques des femmes concernent tout le monde et sont en lien avec des problématiques qui concernent tout le monde. En juillet 2016, 5 hommes se surnommant sur WhatsApp La Meute, la Mañada en espagnol, violent collectivement une jeune femme de 18 ans lors des fêtes de San Fermín à Pampelune. L'horreur, filmée, est diffusée sur les réseaux sociaux. Cette affaire, extrêmement médiatisée, renverse l'opinion publique. En 2018, le tribunal de Pampelune rend un premier jugement. La qualification de viol ne sera pas retenue. Les juges estiment qu'il n'y a pas de preuve explicite d'opposition de la part de la victime. Les prévenus seront condamnés à 9 ans de prison pour simple agression sexuelle. C'est l'indignation générale qui gagne l'Espagne. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour contester cette décision. En 2019, ces manifestations ont permis la condamnation de ces agresseurs à 15 ans de prison par la Cour suprême. Donc ce cas a justement généré tout le débat sur le consentement. On pourrait faire beaucoup de similitudes avec le cas des viols de Mazan en France. On a une proposition de réforme de loi de la part du gouvernement, à ce moment Parti socialiste, en coalition avec Podemos, qui s'appelle la loi Solo si es si, c'est-à-dire seul un oui est un oui. La loi de seul un oui est un oui emboîte le pas de la marée féministe internationale. Elle sera le fer de lance d'une nouvelle génération de droits féministes qui changera l'avenir des femmes dans notre pays. La question qui divise la société tourne autour de la réforme pénale, la réforme du code pénal. La loi vient supprimer deux délits différents, l'abus et l'agression sexuelle, pour en faire un seul, en disant qu'il n'y a qu'un seul délit d'agression sexuelle. Tout cela basé sur l'argument que le consentement doit être placé au centre. Donc la bataille a été menée sous le slogan non, c'est non. Pourquoi? Parce que jusque-là, l'argument était que le non d'une femme ne valait rien, que l'agression sexuelle devait être physiquement violente et la femme devait prouver qu'elle s'était débattue physiquement.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un rapport sexuel normal d'un viol, si ce n'est pas une force, une violence physique extrême? D'où aussi l'exigence d'une résistance physique de la part des femmes. Là où le féminisme des années 80 dit « ce n'est plus possible, nous devons séparer les deux choses et il suffit la volonté des femmes de dire non ». Donc le critère qui doit changer, c'est que le sexe doit être choisi ou consenti. Sauf que le consentement est opéré déjà dans la loi. Donc, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau dans la législation si le consentement est déjà présent? Donc, c'est là où j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, dans mon livre, que la nouveauté n'est pas le consentement, l'introduction de consentement dans la loi. C'est plutôt la doctrine du seul un oui est un oui, seul aussi est si. Et donc, quels sont les enjeux qui entourent cette doctrine du consentement positif? Vous pointez notamment l'importance de bien définir le consentement. Dans mon livre, je voulais justement défendre quelque chose de très surprenant et paradoxal qu'actuellement est présent dans des discours totalement opposés au consentement. Et je trouve qu'ils sont erronés. Je trouve qu'on nous devons défendre le consentement. Et c'est aussi présent dans des discours qui ont transformé le consentement en une promesse de solution ultime à la problématique des violences sexuelles. C'est aussi erroné. On parle de consentement comme si c'était clair pour tout le monde, mais je pense que personne comprend vraiment bien ce que consentement veut dire. Ou en tout cas, il a plein de nuances différentes, où il y a une polysémie et on est en train de l'utiliser de manière différente. Je ne pense pas que nous puissions renoncer ou abandonner le consentement. Absolument pas. Sinon, on annulerait la femme en tant que sujet politique. Un sujet politique qui peut exprimer sa volonté. C'est justement l'antécédent de tout cela. On a toujours exclu la femme du contrat, du pacte. Par exemple, à l'époque du franquisme, la femme ne pouvait évidemment pas divorcer, mais ne pouvait pas non plus avoir un compte bancaire, ne pouvait pas consentir, n'était pas un sujet capable de consentement. Donc évidemment que le féminisme va défendre la capacité de la femme à donner son consentement. On a défendu le droit à l'avortement. On défend justement qu'on ait des sujets capables d'exprimer leur volonté. Et je trouve ça dangereux de glisser dans un discours qui remettrait tout cela en question. Il y a bien une différence entre le consentement et le consentement affirmatif. On confond le consentement avec les rapports volontaires, voulus et désirés. C'est bien l'apport de cette doctrine du consentement affirmatif qui vient dire le consentement doit être enthousiaste, doit être affirmatif. C'est-à-dire il faut exprimer un oui clair. Et ce oui ne doit pas être juste une acceptation, mais un désir profond. C'est bien cette doctrine qui est arrivée en Espagne, clairement, et à laquelle on s'est opposé. De nombreuses féministes se sont opposées. Dans mon livre, je parle aussi d'un féminisme très américain, à mon sens, le féminisme de la domination, qui vient proposer justement cette solution-là, qui est dangereuse, en mon opinion, qui vient dire la chose suivante. Dans un monde patriarcal où les femmes n'ont jamais le pouvoir et les hommes l'ont toujours, le consentement viendrait être un outil néolibéral. Et donc, le consentement de la travailleuse sexuelle n'a aucune valeur. Ainsi que le consentement d'une actrice porno ou le consentement d'une femme qui souhaiterait un sexe qui joue avec les rôles de pouvoir ou du sexe sadomaso. Mais attention, lorsqu'on commence à mettre en cause la volonté, la capacité des femmes de consentir, on va jusqu'où? En fait, pour moi, ce n'est pas soutenable. Si l'État ne reconnaît pas les femmes comme des sujets majeurs, capables de donner
ou retirer leur consentement, l'État ne peut pas protéger les femmes comme protège les mineurs, par exemple. Les mineurs n'ont pas la capacité juridique de consentir. Donc, ils ont besoin d'une protection juridique. Donc, c'est bien un des grands risques de ce débat actuellement. Et d'un autre côté, évidemment, moi, je critique ce féminisme pour dire nous ne pouvons pas perdre la majorité des femmes, la capacité des femmes à consentir. Et d'un autre côté, le consentement est devenu comme un outil surpuissant qui nous fait des promesses magiques. Tout ce discours du consentement affirmatif, si nous écoutons bien ce qu'il nous dit, c'est que je ne veux pas que la loi exige tout simplement de consentir le sexe. Moi, ce que je voudrais, c'est que la loi exige que le sexe soit satisfaisant, désiré. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de désir, c'est un viol. La loi ne dit pas s'il n'y a pas de la volonté, c'est un viol. Non, non, c'est autre chose. Le désir, c'est autre chose. Donc, je trouve ça très, très dangereux. Ça vient dire que non seulement que la violence peut être arrêtée avec une loi, mais que le manque de satisfaction peut être combattu et en plus peut être assuré avec un outil pénal. C'est absolument absurde. C'est une manière de l'État de se donner des pouvoirs qui ne lui correspondent pas. Ce mot consentement est instrumentalisé. En vous écoutant, on se demande si la loi, au final, elle est à même de protéger les femmes des violences sexuelles. Le féminisme doit être très attentif là-dessus, sur comment nous allons transformer le monde. La révolution ne se fait pas à travers le changement du code pénal. La révolution, elle se fait ailleurs. Et là-dessus, par exemple, on doit se référer au féminisme noir, au féminisme anticarcéral, qui nous ont toujours alertés du fait que la société néolibérale et capitaliste qui nous fait des promesses de mettre fin à tous les délits avec la loi. Attention, c'est comme ça qu'on finit par remplir les prisons par des personnes noires et des personnes pauvres. Ce n'est pas révolutionnaire du tout. Donc voilà, c'est un concept très limité, un concept minimal qui vient dire que nous cédons cette question au droit pénal. Et je trouve que le consentement sert évidemment à réfléchir sur la violence et à la conceptualiser, mais les féministes, nous voulons beaucoup plus qu'un rapport sexuel sans violence, une vie sans violence. Machisme n'est pas synonyme toujours de violence. Tu peux avoir un rapport ou une vie sexuelle complètement insatisfaisante, très ennuyante, tout à fait désagréable avec un machisme qui n'a commis aucun délit. Mais ça reste problématique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on parle de tout cela? Par quelle voie? Nous devons lutter contre les causes structurelles. Donc la question à se poser, c'est quelles sont les politiques à mener, justement pour éviter que cela arrive à nouveau. Donc, si on pense que les lois vont tout résoudre, on va arrêter de mettre en place toute autre politique par d'autres voies. Donc, je pense que cela a tout son sens que le féminisme parle de la culture du viol. C'est un problème culturel très répandu et très caché qui, justement, survit puisque c'est vu comme quelque chose de normal dans nos sociétés. Donc, pour transformer cette culture du viol, nous avons besoin de politiques qui transforment, qui combattent, des politiques de redistribution. Et donc, revenir au féminisme matérialiste qui dit nous devons aborder
la base, la structure, les causes structurelles des problèmes. Et donc, les politiques de redistribution de richesses qui ont été abandonnées pendant les dernières années du néolibéralisme et pendant toute cette période de crise du néolibéralisme, on est en train de les abandonner, mais de manière invisible en plus. Si nous arrêtons des politiques profondément transformatrices, qui impliqueraient justement de remuer profondément les pouvoirs et les fondations de notre société, c'est normal que donc le néolibéralisme fasse recours aux politiques punitives, parce que c'est moins cher. Mais on ne doit pas se laisser piéger, justement. Donc, en ce sens, je trouve qu'il manque une sorte d'insistance de la part du féminisme sur cette voie de transformation. Ne nous laissons pas convaincre que les policiers, les juges du demain vont réussir à empêcher les violences sexuelles. Faisons la vraie analyse des questions de violences sexuelles. Comment elles opèrent? Sur quoi elles sont basées? Si on ne fait pas cette analyse, le problème ne s'arrêtera jamais. C'est là où il est très important de ne pas perdre de vue un discours féministe pour les majorités, un discours féministe qui pose sur la table une transformation pour toute la société et pas seulement pour une partie, et ne pas laisser la place à la droite, à l'extrême droite de faire ce discours-là. L'extrême droite, dernièrement, a avancé beaucoup plus en isolant à nouveau les féministes sur une partie un peu sectorielle, ou on va dire avec une narrative, un récit d'intérêt particulier. L'extrême droite a beaucoup instrumentalisé aussi toute la question trans, en disant que c'est un débat, c'est une question minoritaire qui ne concerne qu'une poignée de gens. Donc, je trouve que c'est important de s'emparer de ce débat, de se réapproprier ce débat, comme par exemple la question du changement de prénom, changement de la lettre, du genre ou du sexe indiqué dans la carte d'identité. Pourquoi on ne parle pas du droit au travail des personnes trans, par exemple? Pourquoi on ne parle pas de comment ne pas condamner à l'exclusion, ne pas condamner les personnes trans à l'exclusion? Élargir les sujets, c'est bien une des tâches du féminisme pour faire face à ses ennemis. Depuis sa création en 2013, le parti d'extrême droite espagnol Vox a fait de l'antiféminisme un de ses chevals de bataille. Parmi ses projets, l'abrogation du mariage homosexuel et du droit à l'avortement dans une rhétorique ultra-conservatrice. Au fil d'annonces chocs, il développe un narratif autour d'un supposé suprémacisme féministe et une dictature du genre basée sur la haine des hommes. Un des mal-être auxquels répond l'extrême droite de Trump, par exemple, est un mal-être masculin. C'est un phénomène assez commun. Par exemple, que le vote pour l'extrême droite soit majoritairement masculin. C'est surtout des hommes qui votent pour l'extrême droite. Donc je pense qu'il y a effectivement une question de genre. L'extrême droite parle directement aux hommes. Et je trouve que l'extrême droite est en train de dire aux hommes: tu es une personne qui méritait plein de choses, mais tu ne les as pas. Toi, tu méritais de triompher dans la vie, et te voici en étant un perdant. Donc l'extrême droite, pour construire ce récit, elle va se servir de cette sensation de rancœur, n'est-ce pas, d'avoir perdu quelque chose. D'où tout ce discours de les étrangers viennent prendre ton travail, tu risques de perdre ton travail. Pourquoi maintenant c'est tellement à la mode de embaucher des personnes LGBT ou les personnes racisées? En tout cas, l'extrême droite est en train de pointer tout le monde, tout le temps, que ces personnes, c'est de leur faute. C'est elles qui viennent nous voler, te voler ce qui est à toi. Je ne parlerai pas nécessairement d'oppression,
Mais il est clair que le féminisme a beaucoup affaibli la position de l'homme. Donc l'extrême droite pointe les femmes comme la cause du mal-être des hommes. Là où en fait ce mal-être est produit par un système capitaliste à la dérive. Et donc, tous ces hommes qui rêvaient d'être pères de famille, qui gagnaient leur pain, qui allaient assurer leur foyer, assurer le progrès et l'ascension sociale de leurs enfants, de leur famille, eh bien, ils ne peuvent plus vivre à la hauteur de ses rêves. En tout cas, les promesses de la société n'ont pas été tenues. Donc cela provoque une crise, provoque une rupture avec ces attentes et un sentiment d'humiliation. Et donc, qui est le coupable? On doit le chercher. No solamente un sistema capitalista. Donc le système capitaliste en crise, bien sûr, mais surtout un discours patriarcal qui vient te dire, toi, tu dois pouvoir faire face à tout ça. Toi, tu dois travailler, tu dois apporter l'argent à la maison. Donc, tout cela fait un cocktail explosif. Parce que finalement, la réalité est faite plutôt de quelqu'un d'un homme qui est licencié et qui n'est plus capable de payer le loyer le lendemain et se retrouve dans la rue avec toute sa famille. Et ces réalités malheureuses sont exploitées, instrumentalisées par l'extrême droite. Donc là, il est important de ne pas laisser la droite s'emparer de ces histoires, de ce récit. Je suis d'accord de dire, depuis le féminisme, que les hommes sont fâchés et votent pour l'extrême droite parce que les féministes avancent. Porque las feministas estamos avanzando. C'est-à-dire, ils sont fâchés parce que nous, on est en train de gagner et donc les hommes vont mal à cause du féminisme. Je pense qu'on fait un cadeau à l'extrême droite. En disant ce genre de choses, je pense que les hommes sont fâchés et vont mal à cause du système capitaliste et à cause de ce discours terrible qu'on leur a inculqué depuis qu'ils étaient enfants. Ce discours qui vient leur dire, toi individuellement, toi tout seul, tu dois pouvoir faire face à tout ça. On ne devrait pas laisser l'extrême droite de s'approprier ce discours. Évidemment, il y a toute une série de privilèges que le féminisme est en train de mettre sur la table et de dire vous ne pouvez pas accaparer tout cela. Le féminisme invite les hommes à se libérer des structures de pouvoir, de ces messieurs qui gouvernent le monde. Une minorité, une poignée d'hommes contre toute la majorité. Mais donc, ça n'a aucun sens de voter Trump pour punir les féministes. Mais bon, si le féminisme permet de dire aussi ils sont fâchés parce que nous, on gagne, et en plus ils sont fâchés, plus ça vient prouver que nous, on gagne, finalement, on vient nourrir le discours de nos ennemis. Non, en dernière instance, hommes et femmes, nous devons combattre contre ces gars-là, qui en fait, ce sont les seuls bénéficiaires de tout cela, de tout ce processus. Les seuls gagnants. C'est le discours patriarcal qui rend les hommes moins libres, puisque cela impose une vision de l'homme qui est au-dessus des autres. Et donc, ça vient avec des exigences. Donc, je pense que cela permettrait de combattre le discours de l'extrême droite qui vient dire que les féministes sont contre les hommes. Las feministas van contra los hombres. Actuellement, c'est un peu la base du discours fasciste, d'ailleurs. Neofascista, non?